Salut tout le monde, c'est Romane de Futura. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec Christian Clot. C'est un célèbre explorateur français. Il est à l'origine du projet Deep Climate. Il revient tout juste de Guyane, où il a pu tester un peu la résistance de nos corps face à des conditions extrêmes. Et là, en l'occurrence, c'était face à la chaleur et à l'humidité. Bonjour Christian, on est ravis de vous avoir avec nous. On va pouvoir parler de ce beau projet que vous avez entamé il y a déjà un petit moment, Deep Climate. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement dessus et nous le présenter? Deep Climate, c'est vraiment un projet qui questionne aujourd'hui notre capacité d'adaptation par rapport à des changements de conditions de vie et de voir les mécanismes qui sont en jeu pour le faire, qui soient physiologiques, mais aussi, et c'est sans doute plus important, cognitifs et cérébral. Là, du coup, vous venez de terminer cette première expédition en Guyane. Comment s'est-elle passée dans les grandes lignes? Donc en Guyane, on a effectivement évolué avec des rafts sur des rivières ou à pied en pleine forêt. Faire 1 kilomètre dans une forêt, c'est potentiellement 4 à 5 heures de travail. Tout est très dense en termes de végétation, le sol est compliqué, c'est jamais plat, c'est très humide, il pleut tout le temps, on est effectivement tout le temps mouillé. Bref, c'est une condition de vie qui nous oblige à repenser totalement l'urgence, le besoin de faire des exploits, le besoin de dépassement personnel. J'imagine que c'est pas facile. Comment les volontaires ont réussi à s'adapter à ce climat local, à la chaleur, à l'humidité et aussi aux deux combinés finalement? Chacun s'ajuste à sa manière, plus ou moins vite, plus ou moins bien, plus ou moins facilement. Oui, il y a des personnes qui se sont révélées, qui ont trouvé là leur place quelque part, d'autres qui ont été moins à l'aise, voire peut-être en difficulté, parce que des difficultés de maladie, de problèmes de peau, tout ça peut impacter aussi la manière de percevoir le territoire. Personne n'a voulu abandonner. Déjà, c'est un point important et personne n'a dû abandonner par des obligations d'évacuation, par accident, par maladie. Comment ça se passait? Quelles étaient les missions sur place? Alors, il y a je dirais, 3 types de tâches. Globalement, il y a des tâches liées au déplacement en tant que tel, de progresser tous les jours et de remonter un camp le soir. Donc, des tâches qui prennent quand même plusieurs heures par jour. Il y a une deuxième grande catégorie de tâches qui, justement, est le travail scientifique. Le travail scientifique, il est fait tous les jours pour certains protocoles, et puis les protocoles un peu plus complexes tous les 4-5 jours, où on s'arrête carrément une journée pour pouvoir les faire. Et là, effectivement, pour pouvoir étudier bien l'humain dans sa physiologie et sa cognition, il faut des tâches qui soient passives. On a notamment des équipements de mesure qui nous permettent de mesurer des données. Par exemple, en ce moment, je porte un de ces instruments qui est un actimètre, qui est un instrument qui permet de mesurer l'activité d'un humain. Est-ce qu'il est debout, couché, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il est arrêté, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il est actif. Des éléments que je vais dire objectifs, puisqu'on ne peut a priori pas les influencer. On a ensuite des questionnaires, des réponses à des questions, puis ensuite on a aussi des tâches comportementales ou des tâches cognitives pour comprendre justement comment nous évoluons, non seulement cognitivement, mais aussi dans nos émotions et dans nos sens. J'imagine que c'est encore tôt, mais est-ce qu'on peut déjà tirer un ou plusieurs enseignements de cette première expédition en Guyane? Donc je me garderai bien de tirer en tout cas des conclusions. On peut plutôt estimer qu'on a des très belles pistes de recherche. On voit bien qu'il y a des basculements qui se créent chez les gens au moment où ils acceptent cette condition ou s'ils luttent contre la condition. Donc on est aujourd'hui capable d'observer et de voir que sans l'acceptation, il n'y a pas d'adaptation. Ça maintenant, c'est quelque chose qu'on peut poser comme un fait. Mais maintenant, il faut comprendre quel est ce mécanisme exact de l'acceptation et ça va être tout l'enjeu des travaux qu'on va mener dans le futur. Ça tombe bien puisqu'il reste encore de belles expéditions qui arrivent. Je voulais juste revenir sur le retour à la vie normale, si je puis dire, puisque finalement, qu'est-ce que la vie normale? Comment il s'est passé émotionnellement et physiquement aussi? J'imagine qu'il y a peut-être eu encore un petit temps d'adaptation. Le paradoxe parfois, c'est qu'il est plus long de se réadapter à la vie normale que de s'adapter au nouveau territoire. Vivre 40 jours dans une forêt de ce type-là, c'est aussi se couper d'informations, de données, de téléphones, de mails. Et quand on se coupe de ça, on réalise très vite qu'on est très bien et que ça fait vraiment du bien. Il est souvent plus facile de s'adapter à quelque chose de totalement nouveau parce qu'on doit tout mettre en place que de se réadapter à quelque chose qu'on connaît mais dans lequel on ne se reconnaît plus tout à fait. À la lumière de la première expérience en Guyane, est-ce qu'il y aura des choses sur lesquelles vous serez plus attentif pour la Laponie?
Est-ce que l'organisation a été modifiée, notamment sur tout ce qui était tests scientifiques? Oui, tout à fait. On a deux expéditions à venir, hein. À partir de fin février, on sera en Laponie, en effet, et puis ensuite en mai-juin, on sera dans un désert d'Arabie Saoudite. Ouais. Tout ce qui n'a pas marché en Amazonie, comment on l'ajuste, et tout ce qui a fonctionné en Amazonie, est-ce que c'est reproductible en Laponie ou pas? Merci beaucoup Christian pour votre temps. On a été ravis de vous avoir avec nous sur Futura. J'espère vous retrouver très vite pour pourquoi pas débriefer de la Laponie. Et merci encore.